Ne pas avoir d'argent, ça peut coûter très cher. C'est probablement l'une des leçons les plus injustes de notre système financier. Quand vous avez de l'argent de côté, vous pouvez absorber les imprévus. Mais quand vous n'en avez pas, chaque problème devient une urgence. Et chaque urgence peut devenir une dette. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une auditrice du podcast qui a vécu une séparation, des problèmes de santé et qui, par une série de circonstances, s'est retrouvée à porter le poids de plusieurs dettes, dont un prêt privé à 16 une garantie prolongée de voiture financée et d'autres dettes, des marges de crédit, carte de crédit, en plus d'une assurance habitation qui triple de prix. La situation que je vais décrire ici montre bien que lorsqu'on manque de liquidité, le système n'est pas là pour nous faire le cadeau. Au contraire. Mais il ne faut pas se décourager, il y a des solutions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette auditrice est en train de reprendre le contrôle de sa situation et pourquoi son histoire est une illustration parfaite de mon plan 5 étapes vers la paix financière. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Normalement, les dossiers hypothécaires que je fais, la majorité, ce sont des gens qui épargnent beaucoup d'argent. Souvent, ils viennent me voir parce qu'ils veulent avoir, oui, une hypothèque pour peut-être acheter une propriété, acheter une maison. Ils ont une très bonne mise de fonds, ils ont écouté le podcast, sont à leurs affaires, dans leurs finances personnelles. Puis, ils veulent aller de l'avant, puis aller vers l'investissement, l'épargne, le remboursement agressif de leur hypothèque. Mais dans certains cas aussi, j'ai des auditeurs, auditrices qui m'écoutent, qui peut-être ont déjà fait quelques erreurs dans le passé ou peut-être ils sont dans des situations, malgré eux, qui ont dû emprunter. Et ils se retrouvent dans des situations fâcheuses. Donc, moi, une personne qui m'appelle, une auditrice du podcast, comme ça, c'est certain que je vais vouloir l'aider. C'est le cas ici de Marie. OK? Puis là, j'ai changé son nom, j'ai eu son accord aussi. C'est même elle qui m'a suggéré de parler de son cas sur le podcast pour aider les autres personnes qui pourraient se retrouver dans sa situation. Alors, j'y vais là avec le cas de Marie. Je vous explique sa situation. Marie est propriétaire seule d'une petite maison, valeur d'environ 180 000 $. Elle a un prêt hypothécaire de 70 000 $, mais avec 90 000 $ de dettes autres que son hypothèque. Okay. Parmi ce 90 000 $-là, il y a un prêt hypothécaire privé de deuxième rang de 50 000 $ sur sa propriété à 16 % d'intérêt. Il y a aussi, autre que l'hypothèque, il y a un prêt voiture, 12 000 $ pour sa voiture. Il y a un prêt lié à la garantie prolongée quand elle s'est fait vendre sur sa voiture, 5 000 $. Elle paye 12 % d'intérêt sur ce prêt-là. Ensuite, elle a 2 marges de crédit, une à 12 000, une à 5 000 et elle a une carte de crédit à 5 000 $. En plus d'avoir endossé un prêt, 10 000 $, un prêt voiture pour un de ses enfants. On arrive ici avec une situation avec plusieurs petites dettes. C'est pas catastrophique. On a par contre très peu d'épargne, évidemment, parce que si on est allé chercher toutes ces dettes-là, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'épargne. On a par contre un revenu annuel, on a une paye fixe. Ça, c'est un atout majeur. Donc, on a un emploi à temps plein avec une paye fixe, la même paye à chaque 2 semaines. On gagne environ, après impôt, 3 750 $ par mois. Le problème, c'est que nos obligations de dette sont d'environ 2 700 $ par mois. Et le gros de ce 2 700 $-là, c'est de l'intérêt sur ces dettes-là très coûteuses. OK? Donc, 2 700 $ sur 3 750 $, ça veut dire qu'il nous reste seulement 1 000 $ par mois pour payer son cellulaire, l'électricité, les taxes, manger, etc. Ça nous en laisse très, très peu. Même ensuite, payer l'assurance sur notre voiture, sur notre habitation. Donc, tout ça pour dire qu'on est très serré. On n'est pas dans une belle situation en ce moment, mais
On est à jour sur tous nos comptes de crédit. Il n'y a aucun retard au bureau de crédit, donc notre cote de crédit, elle est bonne. OK? Donc, on a l'emploi, on a la bonne cote de crédit. Oui, on a des grosses obligations. Donc, on a une belle solution ici parce que Marie écoute le podcast depuis plusieurs mois, plusieurs années et a décidé de se reprendre en main, de prendre le taureau par les cornes. Elle a décidé vraiment de rembourser ses dettes, de ne plus utiliser l'endettement. Et puis, évidemment que ça, c'est la bonne approche. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un refinancement ensemble. Parce que là, ça n'a pas d'allure de payer 2 700 $ par mois. Le problème ici, c'est le taux d'intérêt sur chacune de ces dettes-là. C'est beaucoup trop élevé. On va évidemment vouloir refinancer ça. On va utiliser la dette hypothécaire avec un prêteur conventionnel. On n'ira pas voir un prêteur privé, on n'ira pas voir un prêteur alternatif. On est capable de qualifier un dossier comme ça avec un prêteur conventionnel, avec évidemment de l'aide. Parce que c'est des dossiers quand même, on a plusieurs petites dettes, on a beaucoup de calculs à faire, on arrive proche des ratios d'endettement. Il faut être très précis dans le dossier qu'on va monter, venir justifier aussi avec les revenus d'emploi. Même si dans le passé, il y a peut-être eu des congés de maladie pour des opérations, des trucs comme ça, il faut venir expliquer tout ça au prêteur aussi pour montrer que maintenant, on a une situation d'emploi très stable à temps plein. La solution qu'on va faire, le refinancement, c'est qu'on va arriver avec des obligations de 1 250 par mois au lieu de 2 700. Parce qu'on va se retrouver avec un seul prêt et un taux d'intérêt beaucoup plus petit. On ne sera pas capable de rembourser tout avec le refinancement, mais on va rembourser le plus gros morceau, c'est-à-dire le fameux prêt privé à 16 %. Lui, il est problématique. On ne pourra pas tout rembourser parce que la valeur de la propriété ne couvre pas tout à 80 %, mais on pourra ensuite faire boule de neige, payer les petites dettes qui restent de façon agressive pour tomber ensuite avec un paiement de 700 $ par mois, 750 $ par mois. Passer de 2 700 par mois à 750 par mois. Et puis là, on peut retrouver un peu nos esprits, retrouver notre vie. On a 750 par mois pour notre hypothèque. Dans un cas comme ça ici, c'est peut-être même moins cher que ce qu'on paierait comme loyer. OK? Donc là, c'est un petit peu l'objectif, OK? Avec la transaction hypothécaire qu'on va faire, puis l'accompagnement, évidemment, qu'on va faire ensemble, Marie et moi. OK? Parce que ça ne terminera pas là, juste après le financement. Moi, je vais vouloir faire un suivi, puis l'accompagner jusqu'à temps qu'on arrive avec ce fameux paiement de 750 par mois. Puis là, on va retrouver notre argent. L'argent pour lequel on travaille si fort, il va arriver dans nos poches en premier, au lieu de sortir directement dans la poche des banques puis des prêteurs en intérêt. Donc là, pour le podcast aujourd'hui, ça c'est le scénario client que je veux vous raconter. J'ai quelques points clés, OK? Quelques sujets par rapport à ce dossier-là que je veux aborder. On va parler en premier du prêt privé. Prêt privé. Donc là, l'histoire un petit peu avec ce prêt-là, c'était qu'évidemment, on avait accumulé d'autres dettes. Ça, c'est il y a 1 an, on est allé chercher ce prêt-là. Et puis, à ce moment-là, c'était une amélioration sur la situation dans laquelle on se retrouvait il y a 1 an. Peut-être qu'à ce moment-là, on n'avait pas recommencé à travailler à temps plein ou en tout cas, notre situation était un petit peu plus précaire. Puis, on n'avait pas eu le choix. On est allé voir une entreprise, c'est pas moi là, qui avait fait le courtage pour ce prêt-là, c'était un autre courtier hypothécaire. Et puis là, ce que Marie me disait, c'est que elle a parlé dans tout ce processus-là à plusieurs personnes, puis elle a très peu d'informations. On lui a octroyé ce prêt-là en 2e rang sur sa propriété sans trop lui expliquer. Puis, il y a eu plusieurs personnes qui ont touché le dossier. Elle n'a pas eu beaucoup de suivi, puis elle ne voulait pas les rappeler là, maintenant parce que ce prêt-là arrive à échéance. Et puis, ce prêt-là est problématique parce que les conditions sont vraiment mauvaises. Le 16 % d'intérêt, on s'entend, c'est déjà beaucoup. Mais en plus, il y a eu des frais de 4 % à l'entrée. Il y a des frais de 2 % Ça, c'est sur le total du prêt. Donc, on paye 4 % du prêt avant même de commencer à payer de l'intérêt sur ce prêt-là. Et lorsqu'on va sortir de prêt, lorsqu'on va rembourser le prêt à la sortie 1 an plus tard, on va payer 2 % du montant total emprunté. OK?
Donc, dans le fond, là, notre prêt à 16 % là, c'est peut-être un prêt qui est en réalité, là, je n'ai pas fait le calcul, là, mais c'est énorme. OK? Donc, on veut se débarrasser de ça. Les conditions sont mauvaises. En plus que ce prêt-là, c'est écrit dans le contrat qu'on ne peut pas le rembourser en cours de terme. Tu sais, si on arrive pour le rembourser en cours de terme, je pense ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous charger l'entièreté des frais d'intérêt pour la période. Donc, on doit absolument sortir ce prêteur-là parce qu'on ne veut pas aller en renouvellement avec le prêt privé. On doit absolument, au renouvellement, rembourser ça à la bonne date. Mon conseil ici, c'est essayer à tout prix de ne pas aller mettre de prêt privé de ce type-là en deuxième rang sur votre propriété. Ce n'est pas une bonne idée, mais je comprends aussi en même temps que parfois, ça se peut qu'on n'ait pas le choix. Des fois, on peut avoir un très bon accompagnement parce que normalement, ça prendrait un plan de sortie. On aurait dû avoir des suivis très serrés avant échéance. On aurait dû avoir un plan très précis qui aurait été dit avant même de signer le prêt chez le notaire pour dire comment on va sortir de ce prêt-là. Mais j'ai l'impression ici que ça a été fait un petit peu vite. On va le dire comme ça. Et c'est pour ça que madame Marie, qui écoute le podcast, elle a décidé de m'appeler. De toute façon, elle n'avait pas de nouvelles de l'autre, elle ne voulait pas les rappeler, elle n'a pas eu une belle expérience. Elle a décidé de m'appeler moi à la place. Puis, ben, ça donne qu'on est dans une bonne situation puis qu'on peut se débarrasser de ce prêt-là. Donc, ça, c'était numéro 1, OK? La priorité, sortir le prêt privé. OK? Un refinancement, on va aller rembourser ça. Deuxième enjeu intéressant avec ce scénario-là de Marie, c'est que on a une assurance habitation sur la maison. OK? Et lorsqu'on est allé prendre il y a 1 an le prêt privé, les prêteurs hypothécaires demandent toujours d'être inscrits sur l'assurance habitation. OK? Parce qu'en cas de feu, par exemple, l'assureur va peut-être pas vous payer, vous, en premier, il va peut-être aller payer celui qui a la garantie hypothécaire. OK? Les assureurs, ils veulent être inscrits sur votre assurance habitation. Donc là, évidemment, ce qui est arrivé quand on est allé chercher le prêt privé, il a été inscrit. L'assureur était donc au courant maintenant qu'il y a un prêt hypothécaire privé de deuxième rang sur la propriété. Et ce qui arrive avec les polices d'assurance habitation, beaucoup d'assureurs refusent d'assurer lorsqu'il y a une hypothèque de deuxième rang sur une habitation. Ils refusent d'octroyer l'assurance habitation. Là, ils étaient en cours de contrat, donc ils ont ajouté le nom du privé. Mais au renouvellement, ce qui est arrivé avant qu'on puisse renouveler, l'assureur a dit, bien, madame, comme vous avez une hypothèque de deuxième rang, nous, on ne vous assurera pas. Et puis, c'est essentiel d'avoir une assurance habitation pour pouvoir refinancer. Le nouveau prêteur, lui, va absolument demander à être ajouté sur l'assurance habitation. S'il n'y a pas d'assurance habitation, on ne pourra pas faire le refinancement. Donc, on va se retrouver dans une situation vraiment fâcheuse. Donc là, ce qui est arrivé ici, c'est qu'on a fait, OK, l'assureur actuel ne veut pas réassurer. Est-ce qu'il y a un autre assureur qui pourrait assurer la propriété, même s'il y a un prêteur hypothécaire de deuxième rang? La réponse, c'était oui, sauf que la prime va tripler. Donc, au lieu de payer 1 000 $ par année pour son assurance habitation, la prime passe à 3 000 $. Imaginez, là, on est déjà endetté, on a beaucoup de paiements à faire, on a à peine d'argent pour payer ses nécessités, pour payer la nourriture. Et puis là, on a encore une autre dépense qui augmente de façon considérable l'assurance habitation et on n'a pas le choix d'en avoir une si on veut refinancer. Heureusement, il y a des solutions. On a dû justement appeler. J'ai appelé l'assureur actuel et j'ai expliqué la situation. Ils ont demandé des documents comme de quoi qu'on était en train de refinancer, comme de quoi que le prêteur privé allait être remboursé prochainement et qu'on avait besoin de l'assurance habitation. Donc, avec les explications, on a réussi à convaincre l'assureur de rester temporairement jusqu'au refinancement. Mais quand Marie, elle, appelait, son assureur lui raccrochait au nez et lui disait « Non, madame, vous n'êtes plus assurée ici, on ne vous renouvelle pas, bye bye ». Voyez comment que c'est cruel. C'est comme ça dans l'industrie financière. Si vous avez des problèmes d'argent, les gens vont soit vous charger très, très cher ou vont se pousser.
c'est comme ça. Heureusement, ici, là, on a réussi à conserver l'assurance habitation, mais faites très attention. Encore là, si vous allez chercher un prêt privé de deuxième rang, assurez-vous d'être bien accompagné pour le faire parce que vous devez absolument avoir un plan de sortie sérieux qui va permettre de revenir ensuite vers une situation qui est plus normale. Donc ça, c'était pour le volet d'assurance habitation. Autre anecdote concernant ce dossier-là, on avait dans la liste des dettes un prêt lié à une garantie prolongée sur un véhicule. Moi, je allé acheter mon véhicule en 2024, le véhicule que j'ai en ce moment, et puis je me rappelle très bien au concessionnaire, moi, ce n'était pas un véhicule neuf, le véhicule avait quelques années. Et puis, j'ai regardé pendant plusieurs jours pour voir si ça valait la peine de prendre la garantie prolongée sur le véhicule. Évidemment, au concessionnaire, le vendeur me recommandait de le prendre, me montrait tous les avantages. J'ai fait le pour et le contre pour finalement vraiment décider de ne pas prendre la garantie prolongée. En fait, je n'ai jamais pris de garantie prolongée et je suis tellement content parce que si on fait des recherches, les garanties prolongées, pour quoi que ce soit, dans la grande majorité des cas, ce sont des très grosses commissions que les vendeurs vont recevoir et les compagnies d'assurance de garantie prolongée vont faire de l'argent avec ça. C'est très, très rare que notre achat de garantie prolongée va être rentable. Très, très rare. Donc, pourquoi que les gens achètent des garanties prolongées? Mais c'est lorsqu'on n'a pas de fonds d'urgence, qu'une réparation de 5 000, 10 000 ferait en sorte qu'on ne pourrait plus aller travailler. On serait tellement dans le trouble qu'on n'a pas le choix de prendre cette garantie prolongée-là sur le véhicule. Et puis là, dans cette situation-là, comme on n'a pas l'argent, évidemment, pour payer le 5 000 de garantie prolongée sur le véhicule, bien, le concessionnaire ne dit pas de problème, on va vous faire un beau prêt à 13 % pour financer tout ça. Donc, 3 ans plus tard, on est encore en train de rembourser ce prêt-là. On paye le gros intérêt pour payer la garantie prolongée qui, en premier lieu, n'est pas nécessaire. Souvent, une dépense, la moitié peut-être de l'argent, c'est le profit. Tu sais, les concessionnaires automobiles vont faire le profit avec la garantie prolongée, là, et peut-être moins sur le véhicule. Peut-être ici, évidemment, on est allé acheter le véhicule, on n'était pas accompagné, on n'était pas conseillé, puis on ne savait pas trop. On s'est fait vendre ça comme, ben oui, c'est l'assurance, vous n'avez pas le choix, il faut prendre ça, sinon si ça brise, vous ne serez pas couvert. Puis là, on dit, OK, on signe, on prend tout ça, puis c'est quoi 5 000 de prêt de plus ou de moins? Il faut faire attention. Idéalement, notre véhicule, on le rappelle, on veut acheter ça cash. Puis si on n'a pas les moyens, on accumule l'argent, on achète une petite voiture. C'est vraiment l'idéal. Et puis, on laisse faire toutes les histoires là, de garantie prolongée. On ne veut pas aller vers ça. Mais en même temps, je comprends là, que des fois, quand on est pris, quand on n'a pas beaucoup d'argent, OK, puis c'est le titre du podcast, moins qu'on a d'argent, plus que ça coûte cher, OK, puis c'est lié à des détails comme celui-là, comme une garantie prolongée financée à 13 %. Autre élément important dans ce dossier-là, c'était que la cliente se posait la question, est-ce que je devrais vendre ma propriété? OK? Puis la question est légitime. Est-ce qu'on devrait ici simplement vendre la propriété? Là, moi, lorsque je fais les calculs, puis que je vois qu'on peut s'enligner vers un paiement à 750 $ par mois, je me pose la question, est-ce qu'un loyer, supposons qu'on vend, on paye la commission du courtier immobilier, on rembourse, oui, toutes les dettes, mais ensuite, il faut aller se loger à loyer, il faut payer un loyer. Est-ce que vraiment on se trouverait un loyer à 750 $ par mois? La réponse était non. Et puis, tu sais, ça, c'est un petit peu notre force ici en ce moment. Le fait qu'on est à jour sur notre dossier de crédit, le fait qu'on a un emploi avec une paye fixe, puis le fait qu'on a une propriété. OK? La propriété, évidemment, la valeur qu'elle a aujourd'hui, elle a doublé par rapport à la valeur qu'elle avait à l'achat. Ça
c'est de l'argent qui apparaît, qui nous appartient. C'est l'immobilier, c'est le fait d'être propriétaire qui vient nous sauver un petit peu ici. Je ne veux pas enlever l'idée de vendre la propriété complètement de la table. Là, il y avait aussi une question de timing parce que, tu sais, moi, je voyais que l'urgence, c'est d'enlever le prêteur privé. Est-ce que vraiment on est capable de faire une mise en marché avec un courtier puis vendre avant que le prêt doive être renouvelé, qui va te coûter très, très cher si on doit renouveler ce prêt-là? Est-ce qu'on va être pressé de vendre? Est-ce qu'on va vendre à rabais si on se sent stressé de vendre la propriété? Mon instinct, pour moi, si j'étais à sa place, c'était de s'en tenir au plan, de faire le refinancement et oui, peut-être que vendre la propriété, ce serait une solution, mais de le faire dans une belle situation, de le faire d'une position de force. Okay? Vendre sa propriété, ça peut être une solution, mais le faire lorsque on n'est pas à minuit moins une, puis qu'on ne va pas laisser comme des dizaines de milliers de dollars sur la table en vendant moins cher parce qu'on est pressé, parce qu'on est dans le trouble financièrement. Donc, c'est pour ça que moi, le plan de refinancer, de continuer le projet boule de neige, de rembourser les dettes et d'arriver avec seulement le paiement hypothécaire à 750 $ par mois, ça reste pour moi le plus beau chemin. Et puis, on a passé beaucoup, beaucoup de mois à se serrer la ceinture. On approche là, la lumière au bout du tunnel. Elle est dans le futur, elle est là. Les efforts portent fruit. Et puis, on va arriver à une situation où est-ce qu'on va avoir plusieurs centaines, milliers de dollars de notre paye par mois qui va nous rester dans les poches, qu'on va pouvoir mettre de côté. On va pouvoir peut-être se payer un voyage, des vacances, préparer pour l'achat du prochain véhicule, peut-être faire des paiements anticipés sur la maison, puis éventuellement arriver avec une maison sans hypothèque. OK? Moi, j'y crois absolument que ici, c'est le bon chemin. On doit rester propriétaire pour ça. Puis pendant toutes ces années-là qu'on va faire ça, la propriété pourrait encore doubler de valeur. Et puis ça fait partie de nos actifs. Et puis éventuellement, on a un coût de loyer qui arrive presque à zéro si on rembourse totalement l'hypothèque. Et puis ça a une très, très grande valeur. On peut devenir près de l'indépendance financière lorsqu'on a remboursé notre hypothèque, qu'on n'a plus de coût de loyer, puis qu'on a cette belle équité-là sur notre propriété. Donc, c'est ce que je souhaite pour mes clients, c'est ce que je souhaite ici pour Marie, et on va se diriger vers ça ensemble. Donc, c'était l'épisode d'aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous présenter. En conclusion, on veut absolument, dans des situations comme ça, éviter les retards de paiement sur chacun de nos comptes de crédit. OK? Parce que ça ici, là, si au dossier de crédit, il y avait eu des retards, ça aurait été très embêtant de faire un refinancement avec un prêteur conventionnel. Donc ici, bravo Marie, aucun retard, c'est parfait, on est à jour. Oui, on est très, très serré, mais aucun retard. Donc, une belle cote de crédit. Un autre conseil ici, c'est que demander de l'aide, là, ça peut être très payant ici, puis demander de l'aide à la bonne personne parce que c'est pas facile. OK? Ça ne sera pas facile d'avoir de l'aide lorsqu'on est dans des difficultés financières comme ça, mais vous pourriez être chanceux de tomber sur la bonne personne qui peut vous aider. Puis la détermination aussi de Marie, OK, je voudrais féliciter, rarement vu, là, tu sais, j'ai pas, tu sais, comme je dis d'habitude, mes clients, j'ai beaucoup de clients qui ont des super belles situations financières, qui ont beaucoup d'épargne, c'est des épargnants agressifs qui épargnent une grande partie de leur salaire puis qui veulent aller investir, rembourser leur hypothèque. Ici, j'ai vraiment toute mon admiration va vers Marie qui est déterminée là, à rembourser ses dettes, à retrouver un cash flow, des liquidités, de dégager une épargne de son revenu de travail. Bravo. Donc, en suivant un plan qui est éprouvé, comme le plan en 5 étapes, dans une situation comme ça, on va vraiment bien se retrouver puis être capable de progresser. Ça va être motivant. Ensuite, je dirais peut-être en conclusion, faire attention avec l'aide des enfants. Comme ici, Marie, on avait comme aidé notre enfant à avoir un prêt voiture, puis on avait co-signé. Ça a été problématique, disons, dans la qualification du dossier. Tu sais, aller co-signer pour un prêt avec son enfant, ce n'est pas nécessairement l'aider. OK?
j'irais de prudence dans des cas comme ça. On a aussi, évidemment, les enfants ils peuvent rester à la maison tant qu'ils sont aux études, mais une fois que les enfants sont rendus adultes, ça pourrait être une belle avenue peut-être de demander un petit apport financier ici, tu sais, parce que vraiment la solution ensuite, Marie, moi, que je voyais, c'est avoir un colocataire qui pourrait l'aider à faire sa méthode boule de neige, remboursement de dette encore plus rapidement, ou si on rencontre quelqu'un, éventuellement, évidemment, mettre les dépenses en commun et au lieu d'habiter seul, habiter à deux, que ce soit avec une amie ou avec un conjoint ou avoir l'aide des enfants qui habitent à la maison. On veut rester propriétaire, mais on peut peut-être aller encore un petit peu plus loin, un petit peu plus vite. Puis, il faut se dire que c'est temporaire, le temps de rembourser ces dettes-là et d'arriver à un moment où est-ce que là, on respire financièrement, qu'on est rendu à l'étape 3, 4, 5, 6 des baby steps. On met 15-20 de côté pour la retraite, on met de côté pour les études des enfants, puis on rembourse son hypothèque pour arriver à zéro, puis arriver à la retraite avec la meilleure situation possible. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une excellente semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!